Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Poussière d'étoiles. Et nous avons l'occasion d'accueillir encore une fois M. Claude Boivin, qui est astronome amateur de la région du Lac-Saint-Jean au Québec. Alors, bienvenue Claude à Poussière d'étoiles. Bonjour Patrick, merci de ton invitation. Ça fait toujours plaisir. Alors Claude Boivin, bon, juste faire un petit bref résumé. Alors Claude, c'est un astronome amateur depuis de longue date. Il a fabriqué lui-même son observatoire dans la cour chez lui au Lac-Saint-Jean au Québec. Alors Claude est très impliqué au niveau de l'astronomie au Québec. Il a participé à de nombreuses activités, surtout au niveau du club d'astronomie Sirius du Saguenay. Il a participé aussi aux émissions Poussière d'étoiles à la radio, à la télévision au Saguenay. Et en fin de compte, c'est un très bon vulgarisateur au niveau de l'astronomie en général. Alors Claude, tu vas nous parler d'un phénomène qui est tout à fait spectaculaire et qui est à portée de monsieur, madame, tout le monde, qu'on appelle les aurores boréales. Oui, en effet, Patrick, c'est un phénomène qui est visible par le commun des mortels, principalement en Amérique du Nord. Ici au Québec, on est privilégié. On peut le voir, ça, qu'on soit en été, en hiver, au printemps, à l'automne. Il n'y a pas de saison pour voir les aurores boréales. Elles sont visibles toute l'année. Ben oui, contrairement aux Perséides ou encore les Géminines, ce sont des étoiles filantes qu'on peut voir à certaines périodes précises de l'année, tandis que les aurores boréales, c'est visible soit au printemps, à l'automne, à l'hiver. C'est un phénomène qui est observable toute l'année. Exactement. Et puis aussi, il y a des cycles. Mais ça ne prend pas d'outils spéciaux pour les observer, ça prend juste des yeux et peut-être même une caméra. C'est visible à l'œil nu, puis on peut la photographier. Oui. Bon, alors, tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus. Je pense qu'on a de nombreuses images à visionner au cours de ce document, alors tu peux peut-être commencer... Patrick, pour peut-être rappeler aux gens qu'est-ce que c'est exactement les aurores boréales, on va montrer quelques images, et puis je te demande à toi et aussi aux gens qui nous regardent, d'observer comme il faut les aurores boréales, parce que tout à l'heure, je vais avoir des petites questions à vous poser sur les caractéristiques des différentes images d'aurores boréales qu'on va voir. Alors, Patrick, déjà, il y a une image en arrière de nous, là, qui était l'image de l'introduction. Oui, très belle aurore boréale. On voit une très belle aurore boréale. Je pense qu'on peut voir tout de suite là, les différentes formes, les couleurs. Bon, c'est vraiment intéressant. J'en ai une deuxième maintenant qui a été prise en Alaska. Okay. Alors, on voit ici, justement, très vaste, une très belle aurore boréale. C'est sûr qu'il faut se méfier un petit peu des couleurs. Des fois, les couleurs, ça dépend des films qu'on utilise. Mais généralement, c'est quand même assez fidèle. Maintenant, une autre image. Oui, parce que les aurores boréales ont différentes formes, différentes couleurs. Alors ici, dans la deuxième image qu'on peut voir ici, les couleurs sont plus prononcées, sont plus... C'est ça. Ouais, et voilà, alors, c'est ça qu'on regarde. Bon, les couleurs, les formes, on regarde, on essaie de faire une comparaison. Maintenant, une autre image d'aurore boréale. On voit qu'à date, là, on a vu plusieurs images et puis qu'aucune d'elles n'était vraiment semblable à l'autre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je les ai choisies, c'est que je voulais montrer différentes choses au niveau des aurores boréales. Différentes couleurs, évidemment. Et ainsi de suite. Okay. Et maintenant, finalement, une autre image encore ici. Elle, un petit peu plus spectaculaire. Oui, elle a l'air un petit peu même fantaisiste, futuriste. On peut même se poser la question d'où elle vient, cette photo-là. Est-ce que c'est des photos que tu as prises toi-même? Non, ce sont des photos que je suis allé récupérer sur Internet. Ah oui, évidemment, le merveilleux monde Internet, c'est vraiment infini comme ressource d'information. On trouve tout sur Internet. D'accord. Encore une autre image, très différente à date de celle qu'on a pu voir. Donc, c'est quand même intéressant. On voit un beau lac ici avec un paysage avec des arbres. Bon, c'est intéressant. Mais finalement, une dernière image. OK, voilà, ici, ça c'est plus... on a l'impression pratiquement que c'est un coucher de soleil. Et voilà. Disons que ça ne fait pas excessivement longtemps que le soleil est couché. Et on voit des formes, des couleurs, des choses différentes. Évidemment, c'est toujours... d'après ce qu'on peut voir, d'après les images, c'est toujours visible, soit après le coucher du soleil, ou c'est toujours... Non, il n'y a pas d'heure vraiment pour voir les aurores boréales. N'importe quelle heure de la nuit ou de la soirée. Voilà, oui, c'est ça, exactement. Bon. Mais c'est ce qu'on va voir. Alors, Patrick, maintenant qu'on a vu des images des aurores boréales, ce qui serait intéressant peut-être maintenant, c'est que tu me dis, c'est quoi les caractéristiques des aurores boréales que tu as vues? Les caractéristiques, ça peut être au niveau des couleurs, disons. On va commencer par les couleurs. Alors, les gens aussi qui nous écoutent, qui nous regardent aussi. Oui, parce qu'on va poser des questions, là, évidemment. C'est ça. Qu'eux autres même répondent
à ma question en même temps que toi. Quelles étaient les couleurs? On aura donné des petits indices à fur et à mesure qu'on les voyait. Alors, quelles étaient ces couleurs qu'on pouvait voir? Les couleurs de différentes couleurs? Bon, on pouvait voir beaucoup de vert, de rouge et de blanc. Je veux dire, principalement, c'est ce qu'on peut voir au cours des images précédentes. Là. C'est ça. Ce sont des couleurs qui reviennent assez souvent. Est-ce que c'est toujours les mêmes couleurs ou ça peut varier? Ou... Oui, on peut voir du blanc aussi, régulièrement du blanc. Alors, si on se rappelle, notre première diapositive d'introduction avait beaucoup de blanc dans le fond de l'image. Voilà. On voit exactement comme tu as dit, du rouge, beaucoup de rouge. Énormément de beaucoup rouge. De vert, oui. de bleuté, en tout cas, puis il y a du blanc. Alors, il y a un peu de toutes les couleurs. Ça, je pense qu'il y a une explication à ce phénomène-là. Il y a une explication, c'est sûr que voilà. Durant l'émission, on va essayer de démystifier ça. D'accord. Il y avait aussi d'autres choses, Patrick, des formes. Alors, quelles formes que tu pourrais me dire, que tu as pu voir, que tu as pu entrevoir, les gens aussi, s'ils veulent y répondre en même temps? Là. Bon, c'est ça. Si on se remémore un petit peu les images qu'on a vues tout à l'heure, alors on peut voir des espèces de rideaux lumineux qui semblaient, bon, illuminés avec différentes formes de couleurs. Là, ça va, autrement dit, une forme de rideau illuminé. Hein. Oui, on avait aussi des formes en spirale. Fuseaux, des fuseaux, spirales. Oui, voilà. C'est comme filiforme, c'est comme des grands tubes là, dans le ciel qui ne sont pas nécessairement très uniformes, mais donc qui sont comme des fuseaux. Mm-hmm. Alors, on avait ce type de forme-là. On avait, comme tu dis aussi, des genres de spirales. On voyait comme des zigzags, des sinus dans le ciel. On voyait aussi comme des grands rideaux très uniformes qui couvraient de grandes superficies. Voilà. Alors ça, au niveau des formes, c'était ça. Okay. Et puis finalement, la dernière caractéristique que j'aimerais que tu puisses me donner, ce sont au niveau des dimensions. Alors, quelles dimensions est-ce que tu voyais, comme les gens aussi? Quelles étaient les dimensions que tu estimais de voir? Parce qu'assez souvent, bon, quand on regarde une aurore boréale, parce que vous avez sûrement eu l'occasion d'en observer au cours d'une année, alors soit ça parcourt tout le ciel au complet, ou c'est très localisé. Oui. C'est carrément au-dessus de nous, puis c'est très localisé. Alors, ça peut être très, très petit, très localisé, comme tu mentionnes, ou ça peut être très, très vaste, comme couvrir tout le ciel. Ça, il y a une explication à ça aussi également. C'est sûr qu'il y a une explication à tout. OK. On peut peut-être commencer avec le... Bon, justement, le phénomène des aurores boréales, ça provient de où, ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène-là des aurores boréales? Oui, effectivement, c'est une question intéressante. Il y a plusieurs légendes urbaines à ce niveau-là. Ben oui, justement. C'est vraiment fascinant, ce phénomène-là. Je vais te poser une question, Patrick, juste pour essayer de voir un peu les différentes choses, les différentes questions que les gens se posent. Mm-hmm. La première, c'est est-ce que le phénomène des aurores boréales vient de la réflexion des rayons du soleil sur les glaces dans l'Arctique? Ça, c'est la théorie la plus répandue, parce que moi-même, je donne des ateliers d'astronomie dans les écoles, un peu partout au Québec. Alors, c'est quand je pose la question d'où vient le phénomène des aurores boréales, ça lève la main et ça dit, ça provient des glaciers du pôle Nord. C'est ça. C'est la réponse la plus courante qu'on reçoit des jeunes à ce niveau-là. Donc, bon, ça, c'est ma première question. Est-ce que ça vient de la réflexion du soleil sur les glaces dans le Nord? La deuxième, c'est est-ce que ça viendrait du vent polaire? Autrement dit, les vents glaciales du pôle Nord, autrement dit, c'est ça. Oui. Ça fait que c'est pas... Encore là, c'est sûrement pas un phénomène terrestre. Évidemment, alors, on refuse cet énoncé-là. C'est sûrement pas les vents solaires, les vents polaires, autrement dit. Puis la troisième question, est-ce que ça pourrait provenir du vent solaire? Oh, les vents solaires, par exemple, ça, c'est intéressant. Bon, on se rapproche peut-être un petit peu plus d'une explication là, avec les vents solaires. Donc, toi, finalement, dans ces trois-là, lequel tu choisirais pour expliquer le phénomène des aurores boréales? Bon, évidemment, je pense que la réponse est C. C'est la troisième réponse, c'est ça. D'après moi, ce sont les vents solaires, évidemment. Alors, je vais te donner la définition. La définition est simple. Les aurores sont provoquées par des particules qui sont chargées électriquement. Oh! OK. Principalement des électrons qui sont soufflés par le Soleil jusqu'à la Terre et pénètrent l'atmosphère terrestre avec l'aide du champ magnétique terrestre. Oh mon Dieu, c'est très intéressant, mais c'est très, très scientifique. Oui, évidemment. On voit plusieurs notions scientifiques. On parle d'électrons, on parle de champ magnétique terrestre, on parle de plusieurs notions ici. Là. Alors, j'imagine que Claude, tu vas nous vulgariser cet énoncé-là, tu vas nous expliquer en termes simples qu'est-ce que ça veut dire exactement, les particules électriques qui pénètrent dans l'atmosphère. Bon, oui, exactement. Effectivement, Patrick, c'est ce que je vais faire. Mais avant d'y aller, j'ai une question pour toi. D'accord. Une question à laquelle on devra avoir la réponse à la fin de l'émission. Alors,
quelle relation y a-t-il entre les taches solaires, OK. les aurores boréales et le champ magnétique terrestre? Oh, excellente question. Alors ça, on va y arriver tout à l'heure. D'accord. Alors, maintenant, si on veut expliquer le phénomène, on va prendre un instrument terrestre, OK, que tout le monde possède dans sa maison pour expliquer de quelle façon que s'est produit une aurore boréale. Alors, voici une diapositive, Patrick, sur laquelle on voit un téléviseur, un tube de télévision. C'est un exemple très concret, je pense, qui va être intéressant. Là. Un tube de télévision, c'est composé, disons, dans un premier temps, d'un canon électron. Autrement dit, c'est ce qui produit le faisceau lumineux qui va venir influencer, qui va venir illuminer l'écran. Donc, c'est la source d'énergie qui envoie les particules. C'est un canon électron, OK, ça s'appelle comme ça, dans le tube écran. OK. Ensuite de ça, à l'autre extrémité complètement, on va avoir l'écran de télévision. Alors, l'écran de télévision, ça, qu'est-ce que c'est? Bien, ça, on va comparer ça à l'atmosphère terrestre. Et entre le canon et l'atmosphère terrestre, dans un tube écran, on a créé le vide. Le vide, autrement dit, qui est l'espace. Pour permettre aux électrons de voyager librement, sans effort. D'accord. Donc ça va être comparé à l'espace. L'espace intersidéral entre le Soleil et la Terre, finalement. Mais par contre, il manque un élément, Patrick. C'est que si le canon électron, lui, un canon s'attire selon une ligne, et cette ligne-là, en ligne droite, ça va en ligne droite. Donc, sur notre écran, ce qu'on va avoir, c'est pas une forme à part qu'un point. On va avoir un point. Donc, qu'est-ce qui manque? C'est qu'il manque, si on regarde maintenant la deuxième diapositive qui vient de se rajouter, et voilà. On vient de rajouter sur notre tube écran, de part et d'autre du tube écran, on vient de rajouter des électroaimants. Et ces électroaimants-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont produire une variation de champ magnétique qui vont faire en sorte que notre électron, au lieu de voyager en ligne droite et venir juste illuminer un point sur notre écran, va produire des formes. OK. Donc, ça prend la présence d'un champ magnétique pour apercevoir les formes qu'on peut voir, l'aurore boréale. Exactement. Donc, on commence à comprendre tranquillement. Bien, c'est ça. OK. Et finalement, la troisième diapositive qui vient de se rajouter, ça vient expliquer les couleurs. Alors, les couleurs, dépendamment, sur notre écran, on a des atomes de différentes compositions. Et lorsque nos électrons viennent frapper ces atomes-là, eh bien, ils produisent une couleur différente, dépendamment de l'atome qui vient d'être excité. Alors, la combinaison de ces trois couleurs-là va nous amener des aurores ou des images sur notre téléviseur de différentes couleurs. Alors, ça explique un peu, ça nous montre un peu la similitude qu'il peut y avoir dans le phénomène de production des aurores boréales et de la façon qu'un téléviseur fonctionne. C'est sûr que ça paraît nébuleux, mais on va aller un petit peu plus loin dans les explications. D'accord. On va poursuivre avec les images ici. On va voir des explications, là, évidemment. On va montrer maintenant un exemple de la structure de l'atmosphère. Et voilà. On va regarder la structure de l'atmosphère avec la diapositive qu'on a ici. On voit que tout à fait en bas, on va avoir la troposphère. La troposphère, ça, c'est le niveau où se situent toutes les montagnes au niveau terrestre. Un petit peu plus haut de ça, on va avoir la stratosphère qui, elle, se situe jusqu'à 45 km d'élévation, d'altitude. Et l'autre, la mésosphère, va se situer jusqu'à 85 km. D'accord. Donc, on voit que... Puis ça, dans ces niveaux-là, naturellement, les avions, eux, vont environ jusque dans la troposphère et un petit peu plus haut que la troposphère. Et finalement, on va avoir ce qu'on va appeler la thermosphère, qui, elle, se situe entre 85 km et 250 km. Alors, si on regarde comme il faut, tout à fait en haut, on va voir, c'est marqué que la navette spatiale, elle, est en orbite à 250 km. OK. Et on va avoir des satellites qui, eux, vont orbiter la Terre aux environs de 200 km. Bon, juste avant d'aller plus loin, juste pour faire une parenthèse ici, j'imagine que monsieur, madame, tout le monde se pose la question, si une aurore boréale frappe
la navette, par exemple, la navette spatiale, lorsqu'il y a de passage au-dessus de l'atmosphère terrestre ou alentour de la Terre, s'il y a des présents d'aurore boréale, est-ce que ça peut affecter la navette? Est-ce que ça peut endommager la navette spatiale? Bien, en fait, un électron, c'est une particule qui est chargée électriquement. Donc, c'est comme une particule qui a un peu un champ magnétique. C'est pas des météorites, c'est pas des étoiles filantes. Donc, ça produit rien à ce niveau-là. Il n'y a pas de danger de production de quelque chose de peut-être spécial. juste les communications radio, peut-être... Ce qui peut arriver, si on s'en rappelle, je me souviens pas en quelle année, Patrick, quand il y avait eu une très, très forte orage magnétique, autrement dit... Je pense que c'était en 88 ou 89, je pense. Dans ces années-là. 1988, je crois. On avait eu au Québec une panne générale d'électricité. Oui, je me souviens. Eh bien, ça a été dû justement à des orages magnétiques qui, eux, provoquent des aurores boréales. D'accord. Mais, alors ici, ce qu'on pourrait se douter, c'est qu'on pourrait peut-être avoir des problèmes, comme tu mentionnais, au niveau des instruments de bord qui marchent avec des champs magnétiques, qui peuvent être dérangés par des champs magnétiques, ou les communications terrestres. Voilà. C'est beau. Mais c'est pas plus que ça. OK. Mais ce que j'aimerais faire remarquer aux gens, ce sont les couleurs, les différentes couleurs. Oui, c'est ça, parce qu'il y a différentes couleurs, voilà, c'est ça. C'est pourquoi... qu'on peut observer dans la thermosphère. OK. Alors, juste pour vous donner une idée, c'est que ça nous indique tout simplement que les différentes couleurs, on peut voir que si tout à fait en haut, on a du rouge, alors ça veut dire que lorsqu'on a une aurore boréale qui est rouge, bien, principalement, l'aurore boréale va être dans cette région-là de la thermosphère. Si elle est plutôt bleutée, ça veut dire que les électrons vont s'être rendus jusque dans la zone qui est dans la section bleue. Et finalement, si on a du mauve... Mais c'est là pourquoi que ça change de couleur. C'est ça qui devient intéressant. Là. Oui, alors là, on peut voir que tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la production des couleurs de l'aurore boréale ou de la télévision, ça dépend des atomes qui sont excités. Et c'est ce qu'on va voir bientôt. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ces couleurs différentes-là? Qu'est-ce qui fait que l'aurore va aller se produire à différents niveaux? Alors maintenant, Claude, dans la prochaine image, on peut voir l'exemple avec le soleil, parce que tout à l'heure, on pouvait voir un exemple l'exemple des aurores boréales avec l'écran téléviseur. Ouais. Voici maintenant un exemple avec le soleil. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, ce processus également? Alors, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le soleil, OK, et la Terre qui est à droite. D'accord. Et on a des taches solaires. Parce qu'il ne faut pas oublier, tantôt, j'ai posé une question, c'est quoi la relation qu'il y avait entre les taches solaires, le champ magnétique terrestre et les aurores? D'accord. Alors ici, on a la Terre, on a le Soleil, la Terre, les taches sur le Soleil, et finalement, on a le vide entre les deux. Alors, là, sur la deuxième diapositive qui vient de se rajouter, on peut voir qu'il y a des électrons qui voyagent à partir du Soleil jusqu'à la Terre. Et voilà. Et ce qui est important après ça maintenant, c'est de savoir, ces électrons-là, qu'est-ce qui les propulse à travers l'espace jusqu'à la Terre? Bon, voilà, ça devient intéressant parce que ça va expliquer le phénomène des couleurs associé aux aurores boréales aussi. Oui, effectivement. Mais qu'est-ce qui va propulser ces électrons-là vers la Terre? Eh bien, ce sont les taches solaires. Ah, OK. Alors, là, mais avant de passer tout de suite aux taches solaires pour l'explication, on va regarder maintenant le phénomène des couleurs. D'accord. On va regarder justement la prochaine diapositive. Bon. On voit ici le Soleil, la Terre et les aurores boréales. Quelle est la relation qu'il y a au niveau des couleurs? Alors, c'est un peu le même principe que tout à l'heure avec un téléviseur. Dépendamment l'électron, dépendamment de l'atome qui va frapper, qui va exciter, il y a une couleur qui va en ressortir. Alors, ce qu'on s'aperçoit ici, c'est que si on est à 200 km et plus haut, et qu'on a un électron qui vient exciter un atome d'oxygène, à ce moment-là, on va avoir l'émission d'une couleur rouge. Ah, d'accord, OK. Là, lorsque deux particules, autrement dit, elles vont frapper d'autres particules dans les hautes couches de l'atmosphère. Lorsque l'électron va frapper une particule, un atome d'oxygène, OK, d'accord. À ce moment-là, il va avoir émission d'une couleur rouge. Donc, le rouge qu'on peut voir dans les images précédemment, provient c'est explicable par ce phénomène-là. C'est un électron qui vient frapper un atome d'oxygène.
à une altitude de 200 km et plus. Oui, puis la vitesse, on parle proche de la vitesse de la lumière, je pense. C'est la vitesse de la lumière, là. Non, c'est pas la vitesse de la lumière. On est très en deçà de la vitesse de la lumière. Ah oui, c'est beaucoup plus bas? Oui, définitivement. Beaucoup plus bas. Je ne pourrais pas te dire les vitesses, là, mais c'est inférieur énormément. D'accord. Parce que ce pas des photons, là. C'est des électrons. Un photon voyage à la vitesse de la lumière. OK. Mais un électron, ça a une masse. D'accord. Ça ne voyage pas à la vitesse de la lumière. C'est beau. Après ça, si on se situe entre les couches de 100 km et 200 km, et qu'un électron vienne frapper un atome d'oxygène, à ce moment-là, l'émission de couleur qu'on va avoir, c'est vert. Donc, la raison pour laquelle qu'elle va pénétrer plus profondément, c'est parce qu'elles vont plus vite ou c'est parce qu'elle a plus d'énergie? Possiblement qu'elle est beaucoup plus énergétique, donc elle est en mesure d'aller beaucoup plus loin. Donc, lorsque la collision se produit, bien, elle va émettre une couleur d'une fréquence plus élevée. Parce qu'on sait que le rouge, c'est une fréquence qui est plutôt basse par rapport à une couleur qui est verte. D'accord. Donc, ça crée du vert dans les couches. Ça crée du vert. Un petit peu. OK. Et si encore un électron vient frapper un atome d'azote, eh bien, à ce moment-là, on va avoir l'émission d'une couleur bleue. Donc, c'est encore plus profondément dans l'atmosphère. Bien, on se situe encore entre 100 et 200 km. OK. Mais un atome d'azote, c'est... OK, c'est parce que c'est d'autres atomes. C'est pas le même atome. Là, on parlait tantôt de l'oxygène, maintenant on parle de l'azote. D'autres particules chimiques, fait que ça crée une autre sorte de couleur. Voilà. Et si maintenant on se situe en bas du 100 km et qu'on a un atome, plutôt un électron qui vient frapper un atome d'azote, à ce moment-là, on va avoir l'émission d'une couleur plutôt mauve. Alors, c'est sûr qu'on peut se dire, mais de quelle façon que ces couleurs-là peuvent se mélanger? Parce qu'on sait que si on prend les couleurs RGB, le rouge, le vert et le bleu, puis qu'on les mélange ensemble, on va avoir des couleurs différentes. Alors, possiblement que le niveau de transparence de ces couleurs-là, si on les regarde dans l'axe, eh bien, à ce moment-là, ils font comme se mélanger les unes aux autres. Donc, ce qui viendrait expliquer un petit peu les genres de bandes de nuages blanches associées aux aurores boréales, le blanc qu'on peut voir là, dans les images précédentes, ce serait un peu le mélange des couleurs, autrement dit. Des couleurs, exactement. Okay. Visuellement, parce qu'on regarde en direction de l'atmosphère, fait qu'on voit toutes les couleurs en même temps, ça fait que ça crée du blanc, autrement dit, toutes mélangées ensemble. C'est ça. D'accord. Alors ça, Patrick, on vient de comprendre maintenant le phénomène des couleurs. Ça va? D'accord. Puis ça, je pense que c'est un gros point là, qu'on vient de démystifier. Maintenant, le canon électron, lui, qu'on disait tantôt, là, dans la télévision, on disait que c'était le Soleil. Mais le Soleil, lui, va émettre des particules beaucoup plus violemment lorsqu'il va avoir des taches solaires. Alors là, on va parler des taches solaires. D'accord. Et puis, justement, une tache solaire, c'est dû à quoi? C'est dû à une protubérance. Alors, peut-être la prochaine diapositive pourrait montrer, justement, une photo très, très caractéristique d'une protubérance qui est quand même très forte. Là. Est-ce qu'on pourrait appeler ça, par exemple, une éruption solaire? Une éruption solaire aussi. Parce que c'est un terme employé souvent en astronomie. Voilà, oui. On voit ici que c'est une éjection, c'est une explosion sur la surface du Soleil qui projette du matériel à l'extérieur du Soleil. Qui projette les fameux électrons qu'on parlait tout à l'heure. Exactement. Qui va produire ce qu'on va appeler le vent solaire. Ah, ça explique. Le phénomène du vent solaire, autrement dit, c'est une éruption solaire qui provient du Soleil et qui se garoche partout dans le système solaire, je crois, c'est ça. Alors, si on regarde maintenant la prochaine, alors, c'est pour vous montrer que si j'ai une éruption solaire qui est en direction de la Terre... On voit très bien l'exemple, justement, de l'éruption solaire. C'est ça. On voit une éruption solaire qui s'en vient en direction de la Terre. Alors, là, on a de la matière qui est projetée. Alors, ça, c'est une photo réelle. Maintenant, regardons une représentation graphique d'une éruption solaire. Puis évidemment, il y a des périodes de l'année que c'est beaucoup plus propice à ces éruptions-là. Ça se produit plus fréquemment, plus violemment. Oui, c'est ça. OK, d'accord. Mais ça arrive un peu n'importe quel moment de l'année. Il y a un cycle solaire, qui est un cycle de 11 ans, qui fait en sorte que pendant une certaine période dans ce cycle-là, on va avoir un maximum, puis dans un autre moment donné, on va avoir des minimums. D'accord. Mais le moment de l'année importe peu. Alors, ce qu'il faut regarder ici, on voit vraiment une éruption solaire très violente, et puis on s'aperçoit que les particules vont maintenant être influencées par le champ magnétique.
de la Terre. D'accord. Parce que, normalement, si je regarde ce graphique-là, C'est bon. alors toute la région qui est située sur la Terre au niveau de l'équateur, D'accord. on pourrait s'imaginer qu'étant donné qu'ils sont dans l'axe, qu'ils devraient avoir un maximum d'aurores boréales, puis on va s'apercevoir que ces régions-là n'en ont à peu près pas. D'accord. Puis l'explication, ben, c'est le champ magnétique de la Terre. Puis c'est ce qu'on va voir dans les prochaines. Parce que lorsqu'il se produit une éruption solaire, alors les électrons ne frappent pas en ligne droite, OK, comme le canon, notre fameux canon à électrons du téléviseur, ça ne rentre pas en ligne droite, mais dû au champ magnétique de la Terre, alors ça va suivre une trajectoire très calculée, très prédéfinie, très définie pour arriver dans l'atmosphère terrestre. C'est ça. OK, voilà. Alors maintenant, ce qu'on va... donc ça nous donne l'explication des taches solaires, de la provenance des électrons, d'où ça vient, puis de quelle façon que ça arrive jusqu'à nous. C'est pas parce qu'il y a une éruption sur le Soleil que nécessairement la Terre va être affectée. Il faut que l'éjection de matière soit en direction de la Terre. D'accord. Alors maintenant, si on veut expliquer les formes, alors au niveau des formes, les formes vont être très caractérisées par, probablement, l'énergie avec laquelle les électrons sont propulsés. Donc, on voit un petit peu là, dans la prochaine image, là, dans cette image-là, nos fameux rideaux. On voit que l'électron réussit à pénétrer le champ magnétique, puisqu'ici, on voit les lignes du champ magnétique terrestre. L'électron s'est rendu jusqu'à la deuxième ligne, et puis a suivi le champ magnétique, et il n'est pas venu frapper à l'équateur, il est venu frapper au nord magnétique. Parce que, autrement dit, les électrons vont rentrer par le fameux... Ils vont suivre une trajectoire provoquée par le champ magnétique. Ils vont suivre le champ magnétique terrestre, les lignes de force du champ magnétique terrestre, et ils vont s'amener au pôle Nord. Au pôle Nord ou au pôle Sud, c'est ça, par les pôles magnétiques de la Terre. C'est ça. D'accord. Alors, on voit ici que si la force de l'électron n'est pas très grande, on va juste avoir une largeur plutôt faible au niveau de l'aurore boréale. OK. Si on reprend un autre exemple, où on a une orage magnétique plus forte, et que l'électron réussit à pénétrer jusqu'au troisième, mettons, c'est imagé ici, jusqu'au troisième champ de force au niveau magnétique, autrement dit qu'il a réussi à pénétrer beaucoup plus loin. Autrement dit, plus profondément dans les couches de l'atmosphère, comme on parlait tout à l'heure. Dans les couches du champ magnétique. Du champ magnétique. Du champ magnétique. Il n'est pas encore rentré dans l'atmosphère. Il a juste dans le champ magnétique. D'accord, OK, c'est beau. À ce moment-là, on s'aperçoit qu'au niveau, lorsqu'il va rentrer dans l'atmosphère, ou dans la thermosphère qu'on parlait tantôt, où se produisent les aurores boréales, on s'aperçoit que les dimensions vont être beaucoup plus grandes. Alors peut-être pour simplifier un peu cette image-là, ramenons maintenant une première image. Cette image-là nous montre justement, dans la situation où on a des électrons qui sont beaucoup plus énergétiques, qu'on peut avoir des aurores boréales, une spirale, on va appeler ça une spirale, ou moi j'appelais ça tantôt que c'était filiforme, là, que c'était comme un fuseau. Là. Bon, à ce moment-là, on peut avoir des dimensions qui vont varier entre 20 et 150 et 1500 km de diamètre. Ah, bon, c'est pour ça que quand on voit une aurore boréale qui est très, très vaste, très étendue, alors c'est dû. Donc, si on comprend bien, plus les électrons vont voyager vite, ils vont pénétrer plus profondément, ça va créer des aurores boréales beaucoup plus vastes. Alors, s'ils voyagent moins vite, ça crée des spirales plus petites, autrement dit, des aurores boréales plus petites. C'est ça. Donc, le deuxième exemple, qui est sous l'image qu'on montrait tantôt, que les électrons étaient moins énergétiques, on s'aperçoit que ça peut varier entre 2 et 10 km de diamètre. Donc c'est très localisé, là. Plus petite. C'est au-dessus d'une région, par exemple, ça peut se produire, là. C'est ça. OK. Alors, pour continuer dans la même veine, regardons maintenant les dimensions de l'aurore, mais au niveau graphique par rapport à la Terre. D'accord. Alors ici, on a une vue, en plongée de l'hémisphère nord, et la petite bande verte qu'on a ici autour du pôle, pas du pôle céleste, mais du pôle de la Terre, du pôle nord, on s'aperçoit qu'elle est quand même très étroite. Alors ici, on est en période d'activité plutôt faible, d'activité solaire. D'accord. On voit par contre qu'il y a comme un déplacement du centre de ce rond-là. Si on trouvait le point centre du rond là, que couvrent les aurores boréales, on s'apercevrait que ce rond-là est comme décalé vers
vers l'Amérique du Nord. Et puis ça, c'est sans doute dû au champ magnétique terrestre qui a son pôle magnétique dans les territoires du Nord-Ouest, oui, et non pas avec l'axe de la Terre. Parce qu'il est un petit peu décalé par rapport au pôle Nord géographique. C'est ça. Le pôle Nord, c'est-à-dire le pôle Nord magnétique est décalé par rapport au pôle Nord géographique. Il y a un petit décalage, là. C'est ça. Okay. Alors, si, par exemple, la prochaine diapositive, on peut voir ici qu'on a une activité solaire beaucoup plus importante et on s'aperçoit que la bande où se produisent les aurores boréales est effectivement beaucoup plus... la surface est beaucoup plus grande, c'est beaucoup plus large. OK. Fait que c'est ça, au niveau du Québec, ça couvre un territoire un petit peu plus grand. On est privilégié ici au Québec et au Canada pour les aurores boréales. Ça, c'est un indicateur de ça. Et finalement, si on essaie de voir à quelle heure l'observer, ici, on a un bon exemple. Ici, on est à 18 heures l'hiver, OK, à l'heure normale de l'Est. On s'aperçoit que toutes les provinces, l'Alaska, les provinces canadiennes dans l'Ouest sont couvertes et le nord du Québec est couvert. OK. Mais on voit bien que toute l'Europe, la Sibérie, à peu près rien. Les aurores tombent dans l'eau. On est privilégié, sur notre position géographique au niveau de la Terre, on est privilégié pour ça. Voilà. Et finalement, si on regarde le déplacement de l'aurore en fonction du temps. Alors, un petit peu plus tard dans la soirée. On était à 18 heures, là maintenant on est 4 heures plus tard, on est 22 heures du soir au Québec. Alors on voit que pratiquement tout le Québec allait jusqu'à la ville de Québec facilement, même pratiquement jusqu'à Montréal. Et puis, possiblement que ça vient frôler les États-Unis. Donc ça nous montre justement qu'au Québec, on est vraiment privilégié. Donc aux États-Unis, c'est beaucoup moins fréquent même, pratiquement pas. Moins fréquent, c'est ça. OK. Mais juste une preuve de ça, Patrick, regardons maintenant une autre diapositive qui, elle, nous montre la fréquence des aurores boréales. Ici, on peut beaucoup plus en détail ici. Là. On s'aperçoit justement qu'au niveau de l'Amérique du Nord, on est privilégié. On a des régions en Amérique du Nord qui ont une fréquence entre 80 et 100 de période d'aurore boréale durant une année. Donc, sur une période de l'année de 365 jours, il y a 80 de cette période-là qu'on peut voir des aurores. C'est ça. Évidemment, plus au nord un petit peu. C'est ça. Ici, à Québec, on se situe dans une zone qui est entre 20 et 40 et un peu plus au nord du Québec, dans le secteur, disons, de la baie James, on est aussi dans des zones de 80 à 100 Ah oui? Ça veut dire probabilité d'aurore boréale. Ça veut dire que les gens qui travaillent à la baie James, ils en voient pratiquement tous les soirs. Ils peuvent en avoir au moins 80 du temps. Évidemment, quand il n'y a pas de nuages. Parce que l'astronomie, c'est ça, on est toujours à l'affût de la météo quand on fait de l'astronomie, parce qu'il faut toujours que ce soit des ciels sans nuages pour observer des phénomènes. Puis ici, si on regarde en Floride, il y a moins de 1 du temps. C'est 1,5 de 1 de chance d'avoir un aurore boréale. Donc, ça présente un scoop. C'est vraiment un événement particulier. Il faut vraiment qu'il y ait un orage, une tempête magnétique extrêmement forte pour que ça puisse se propager jusqu'à nous, jusqu'à ces régions-là de l'Amérique du Nord. Et voilà. Alors, ceci, Patrick, termine l'explication que j'avais à donner au niveau des aurores boréales. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est une animation. Oui, pour voir un exemple, justement, d'une aurore boréale qui est en mouvement dans l'atmosphère. Alors là, on peut la voir à l'écran. Ce qui est intéressant de voir à l'écran, c'est que Patrick parlait justement d'un rideau qui dansait, là, qui ballottait au vent. Les rideaux lumineux, oui, voilà. Les rideaux lumineux, là. On en a un bel exemple ici, là, d'un phénomène qui nous donne l'impression d'un rideau qui danse avec le vent. Voilà. Mais Patrick, il y en a souvent qui me posent la question, est-ce que c'est possible de les photographier, ces objets-là? Effectivement, c'est possible de les photographier, et puis c'est quand même assez simple. La seule chose que, dans le fond, ça nous prend, c'est une caméra 35 mm, un bon trépied, je pense que ça, c'est important. Bon trépied stable, oui. Une pellicule sensible en couleur, moi je dirais 400 à 800 ASA, et finalement, on a juste à exposer entre 20 et 120 secondes, maximum. Et puis, en faisant ça, on est en mesure d'aller chercher des aurores boréales avec une beauté incroyable. Et puis maintenant, on est même capable aujourd'hui, avec des caméras numériques qui se vendent de plus en plus sur le marché, d'obtenir de superbes images. J'en ai vu de très belles sur Internet, c'est incroyable. Alors Claude, ceci termine le sujet sur les aurores boréales. On te remercie sincèrement d'avoir participé à l'émission et on va sûrement se revoir au cours des prochaines émissions de Pousser l'étoile et sur différents sujets. Alors Claude, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission et à la prochaine. Je te remercie de ton invitation.